Aujourd'hui, le sujet est très émouvant pour certains, technique pour d'autres. C'est le patrimoine syrien. Comment a été utilisé politiquement par les différentes forces régnantes sur cette zone géographique qu'est la Syrie. Sophie, elle a choisi comme titre « Le patrimoine syrien, enjeux éthiques et manipulation des symboles en temps de guerre ». Ceux et celles parmi vous qui ont connu la Syrie de près, ils vont deviner fortement le contenu de ce titre. Merci Salam pour cette invitation et merci à tous d'être là ce soir avec nous pour évoquer effectivement un sujet, comme le disait Salam, qui est un sujet à la fois technique mais aussi extrêmement humain et à ce titre évidemment extrêmement émouvant. Je chercherai à ne pas aller vers cette émotion volontairement pour plutôt essayer de réfléchir avec vous, vous présenter l'état actuel de ma réflexion sur la manière dont les choses se sont organisées historiquement pour le patrimoine syrien et au travers de cette histoire que je vais essayer de vous résumer rapidement, essayer de comprendre les mécanismes qui ont conduit à la situation que nous avons tous connue et dont nous avons pu témoigner depuis 2011 concernant ce patrimoine, c'est-à-dire des destructions, comme vous le savez, à une échelle rarement atteinte. Donc, si vous me le permettez, je vais d'abord vous parler de l'histoire des institutions du patrimoine syrien, en me concentrant principalement sur la période des débuts de ces institutions, c'est-à-dire la période de la mise en place de l'État syrien et donc la période de la présence mandataire française en Syrie. Et au travers de cette histoire, essayer de voir comment ce patrimoine a été défini et comment, finalement, après l'indépendance de la Syrie, cette définition qui avait été donnée par la puissance mandataire est restée la définition du patrimoine syrien et peut-être la cause de son plus grand malheur depuis 2011. Alors tout d'abord, comme vous le savez, donc, la Syrie était englobée dans l'Empire ottoman et n'avait pas à ce titre d'administration particulière pour son patrimoine. Elle dépendait, comme l'ensemble des régions de l'Empire ottoman, de la direction générale des musées impériaux qui était à Constantinople. Donc, ce qu'il se passe, c'est que durant tous ces siècles de domination, la Syrie est fondue dans un ensemble. Et Constantinople draine l'ensemble des antiquités vers elle, vers son musée, enfin ses musées. Au XIXe siècle, on voit se développer un certain nombre de missions d'études d'Européens qui sont alors soit des missionnaires, des jésuites, soit des géographes, soit différents types de personnalités, qui se déploient dans la région et qui commencent à l'analyser au plan géographique, au plan de ces monuments, et qui commencent à mettre en exergue la puissance des restes historiques de cette région. Par exemple, la mission d'Ernest Renan en 1860 qui fait des découvertes majeures, qui suivait le corps expéditionnaire de Napoléon III pour la protection des chrétiens. Alors ces missions, en fait, ont donné une impulsion dès le XIXe siècle à la recherche et à l'intérêt que l'Europe pouvait porter à ces régions. Alors je vous rappelle que ce sont aussi bien sûr les régions, enfin vous le savez, des débuts des religions monothéistes et notamment du christianisme, et qu'à ce titre évidemment énormément de missionnaires étaient intéressés pour aller comprendre ou retrouver des lieux qui étaient cités dans la Bible. Alors on en est là au moment de la chute de l'Empire ottoman, c'est-à-dire dans une grande région extrêmement riche, dont on soupçonne et dont on connaît déjà donc un certain nombre de choses et dont on soupçonne la richesse fondamentale.
Et en 1919, eh bien, il est question de créer cet État syrien, comme vous le savez. Alors en 1919, il y a une date assez remarquable, c'est en janvier 1919, je n'ai pas trouvé la date exacte, mais c'est un congrès qui se tient à Marseille, qui est le congrès français de la Syrie. Et lors de ce congrès français, il est clairement dit que la Syrie est un des pays les plus riches historiquement, et, chose intéressante, qu'il convient que la France prenne une part active à sa réhabilitation, en raison des droits scientifiques, et c'est cité comme ça, les droits scientifiques qu'elle possède sur ce pays, droits séculaires et traditionnels. Donc, vous voyez, c'est posé, c'est comme cela. Alors, deux raisons, c'est que la France a déjà une présence culturelle très forte dans certains pays, comme le Maroc, l'Algérie, au travers d'écoles et d'instituts français. Et la seconde raison, c'est que la France est rentrée dans une concurrence absolue avec l'Angleterre, comme vous le savez, pour la domination de la région et qu'il va falloir qu'elle affirme sa position. Et le patrimoine culturel, en somme, eh bien, de la zone, qui est tout à fait déjà remarquable, exceptionnel, va servir de levier pour affermir la position politique de la France. Alors, au début du mandat, on constate trois faits extrêmement intéressants qui indiquent l'investissement de l'appareil politique français dans le patrimoine de la Syrie et du Liban, puisque vous savez qu'à l'époque, le mandat s'exerce sur les deux futurs pays. Investissement politique qui aura bien sûr des conséquences sur toute l'histoire du patrimoine syrien et sur la conception que l'on va continuer d'en avoir. Tout d'abord, on note le rôle du Haut Commissariat, du Haut Commissaire, dans ces affaires patrimoniales. Remarquable, en effet, dès le début de la présence du mandat, le général Gouraud, en 1920, institue les débuts d'un service des antiquités et des beaux-arts, dont la compétence s'étend à l'ensemble de la région du mandat. Le service des antiquités est vraiment créé par arrêté du Haut Commissariat en mars 1921. Donc ça fera bientôt un siècle. Ce service des antiquités comprend aussi une mission archéologique. Donc en réalité, il aura un double rôle, qui est un rôle de service public, un rôle patrimonial de recensement des monuments historiques, de l'état des lieux, etc., mais aussi un rôle scientifique, donc de développer la recherche archéologique. Et cette recherche archéologique, elle est un enjeu important pour le positionnement de la France dans la région. Alors, la direction du service elle-même n'est pas assurée par le général Gouraud, loin s'en faut, mais par des personnes qui ont des compétences dans les domaines de l'Antiquité de ces régions. Pour autant, c'est vraiment le Haut Commissariat et le secrétaire général du Haut Commissariat qui gardent la main sur le fonctionnement et sur les recrutements de ce service des antiquités. Donc ça, c'est une chose très importante. Ils vont donc non seulement mettre en place tout le fonctionnement, mais choisir aussi tout le personnel. Et ce personnel sera principalement, au départ, un personnel militaire. Donc les inspecteurs qui seront envoyés dans les régions pour faire l'inventaire des monuments, pour voir l'état des monuments et quel développement on pourrait en attendre, ce sont des militaires. Alors certains d'ailleurs après ont développé une carrière d'archéologue, comme par exemple Robert Duménil du Buisson. Donc, ce point est très important. Le haut-commissaire est parfaitement engagé dans la définition du service des antiquités, en dépit du fait que la direction effective soit confiée à des gens qui sont des gens de connaissance. Les financements de ce service montrent aussi la volonté de la France de s'investir politiquement dans cette affaire des antiquités. Si dans un premier temps, le service est financé par le ministère de l'Instruction publique, très rapidement,
Le ministère des Affaires étrangères prend la main et devient le bailleur de fonds principal de ce service des Antiquités en Syrie. C'est dire que le service des Antiquités est subordonné à la politique étrangère de la France et à sa présence dans la région. Donc le patrimoine, ce service des Antiquités, devient un enjeu de cette politique internationale et qu'il doit faciliter. Et le rôle de l'armée, donc ça je l'ai déjà noté, donc c'est le troisième facteur qui fait que l'on voit à quel point l'État français s'investit politiquement dans cette affaire des Antiquités. Alors je voudrais vous citer notamment une phrase de Clémenceau, président du Conseil en France en 1920, et qui exprime un des buts de la France en Syrie, créer en Syrie un centre d'influence française qui rayonnera sur toute l'Asie. Donc, s'installer et à partir de là, rayonner. Sous Aristide Briand, l'année suivante, 1921, les avis sont semblables et le vœu est formulé au Sénat que le général Gouraud doit porter surtout son attention sur 3 services et leur apporter toute l'aide possible. Le service de renseignement, celui des travaux publics, celui de l'archéologie. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et cela va favoriser l'éclosion d'une conception du patrimoine syrien qui va être au service de la politique. Il va être le moteur de l'implantation française, un instrument de sa propagande et de sa légitimation à être sur place. Et il va être aussi le vecteur de l'attrait que le pays va pouvoir exercer, nous en reparlerons. Et il va être aussi un instrument de développement économique du pays, et ce sera annoncé comme tel. C'est une propagande donc politique qui se double d'une volonté de définir donc un usage tout à fait particulier du patrimoine. Je vous cite un député qui dit « Nous ne pouvons mieux faire que d'essayer de transformer la Syrie avec des routes, des chemins de fer, des hôtels appropriés en une contrée particulièrement recherchée par les touristes. L'enseignement, les travaux publics, l'archéologie sont des domaines où nous pouvons exercer immédiatement l'action la plus utile, la plus féconde. » Étonnant pour un mandat qui veut mettre en place un nouveau pays. L'archéologie est l'action la plus utile et la plus féconde avec quelques autres. Donc on voit à ce moment-là l'état d'esprit de ces discours et la manière dont le patrimoine est conçu dès le départ comme un levier politique. C'est très clair. Cette propagande donc est servie par différents types d'actions. Je ne m'étends pas là-dessus, on peut en reparler si vous le voulez. Ça n'était pas dénué, malgré tout, de sens culturel et de sens scientifique. Je ne voudrais pas vous laisser entendre des choses qui ne sont pas exactes. Le service des Antiquités crée des revues, des séries d'ouvrages, etc., mais qui eux-mêmes participent aussi de la publicité que la France entend faire sur ses actions en Syrie. Alors on voit très vite se développer un certain nombre de manifestations en France et en Syrie ou encore ailleurs, des manifestations là aussi de, on va dire, publicité ou propagande de ce que fait la France dans ce domaine en Syrie. Des expositions dès 1922 à Marseille, une exposition sur les découvertes archéologiques de Syrie, une grande foire exposition à Beyrouth, des cycles de conférences dont la Syrie à travers les âges, sous le patronage du haut-commissaire de l'époque Weygand, auquel participent donc des archéologues et des bailleurs de fonds, etc., le congrès archéologique de Syrie et de Palestine. Et lors de l'inauguration, par exemple, de ce congrès en 1926, le haut-commissaire de l'époque, M. de Jouvenel, dit qu'il incite les participants, donc une fois les visites achevées, parce que c'était un colloque et puis il y avait des visites, etc., à, et je cite, « dire partout ce qu'ils auraient vu de l'effort de la France ». Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement, comment dire, important, prégnant dans cette conception du patrimoine. Donc, cette propagande va aussi, bien sûr, avec des incitations à développer l'attrait du pays par des actions de développement du tourisme. Très rapidement, on crée la commission du tourisme et de la villégiature, créée donc par le haut-commissaire Weygand et dirigée toujours par le secrétaire général du haut-commissaire. Donc, vous voyez, on est toujours dans quelque chose de très, très politique.
Et cette commission, d'ailleurs, fait prendre aux puissances, enfin aux pays, pardon, plus exactement, sous mandat, de l'intérêt finalement aussi de cette politique. Et que finalement, si on veut développer ce tourisme grâce au patrimoine, eh bien, le pays va s'en trouver fort aise, puisque des routes seront construites, des infrastructures seront mises en place. Et donc, finalement, cette politique reçoit l'approbation des pays. C'est quelque chose qui ne pose pas manifestement de problème majeur au départ. Donc, le patrimoine syrien, vous le voyez, là, c'est brossé à très grands traits. Je crois que dès lors, il me semble qu'il est inextricablement lié à la politique, au tourisme et à l'économie, et ceci est vrai, était encore vrai en 2011. Mais il est aussi, bien sûr, pour la puissance mandataire, un des vecteurs de la création d'une identité du pays. Une identité donc, qui peut être forgée de toutes pièces, vous le pensez bien. Donc je ne m'étends pas plus sur l'histoire du patrimoine sous le mandat, mais c'est juste pour vous montrer que cette impulsion qui a été donnée est une impulsion qui est fondée vraiment sur une volonté politique du mandataire et qui sert différents intérêts. Alors, cette politique, à quoi a-t-elle mené ? Ce système a été défini autour du patrimoine pour atteindre un but qui est multiforme. Donc servir les intérêts de la puissance, évidemment, il ne faut pas le cacher, assurer aussi le développement du pays, ça aussi, malgré tout. Mais dès 1919, le but c'est aussi de construire une nation, d'y développer une citoyenneté par une mise en valeur du territoire, de l'histoire, de la culture locale. Et donc, le patrimoine et la recherche archéologique sont conçus comme les moteurs de cette construction identitaire, principalement culturelle, et qui est ancrée, et ça c'est important, et on le voit jusqu'en 2011, qui est ancrée dans un passé le plus souvent très lointain. Et c'est ce qui sera toujours mis en avant. C'est le passé très lointain que va révéler ce patrimoine, que vont révéler ces fouilles. Nous allons reparler de ça. Qui, en somme, ce passé lointain qui gommerait peut-être tous les antagonismes, qui pourrait peut-être permettre de sceller une alliance entre des entités, peut-être centrifuges, et voilà, dans le cadre de la constitution d'un territoire nouveau, d'une nation nouvelle, évidemment, ce passé très lointain qui n'a rien à voir avec le présent ou le présent immédiat, peut être un levier intéressant. Et c'est ce qui va être choisi pendant, je crois, des dizaines d'années. Alors, cette construction, en fait, pour moi, est un pari qui a été, d'une certaine manière, gagné. Si on prend les choses de manière très factuelle, effectivement, les choses se sont développées pour le patrimoine. Effectivement, la recherche a eu lieu, les choses ont été publiées. On a parlé de la Syrie, on a défini un territoire avec cette culture brillante. Mais ce pari, en fait, a été un petit peu dépassé. Ce que je veux dire, c'est que comme je vous l'ai montré donc en 1919, quand on commence à dire que la France doit s'investir dans cette question de la culture et du patrimoine, on ne sait que très peu de choses finalement de cette histoire et de ce patrimoine. On en sait suffisamment pour savoir que c'est riche. On sait aussi que ce sont les terres, évidemment, de la Bible, de la chrétienté. Mais finalement, on sait très peu de choses. Et quand on y pense, on s'aperçoit qu'effectivement, les grandes découvertes vont avoir lieu plus tard. Elles vont avoir lieu, par exemple, en 1929 et l'année suivante, avec la découverte du site d'Ougarit sur la Méditerranée, près de Latakié. Et ce site qui va révéler des archives extraordinaires, on peut en reparler si vous voulez, mais surtout, dans ces archives, le monde va comprendre qu'à cet endroit, eh bien, non seulement l'alphabet a été inventé, mais qu'en plus, cet alphabet a servi à transcrire des textes qui sont d'une certaine manière les précurseurs, et par certaines choses uniquement bien sûr, de ce que contient l'Ancien Testament. Précurseurs par la langue qui est utilisée, par la phraséologie, par différentes choses et bien sûr aussi par des témoignages concernant les divinités locales que Yahvé aura, selon les textes de l'Ancien Testament, à combattre. Donc vous voyez, ce sont des révélations qui sont des chocs pour l'Occident, et ces révélations, elles arrivent progressivement
après la mise en place de cette politique très politicienne du patrimoine. Alors on pourrait en citer beaucoup de ces découvertes extraordinaires qui montrent à l'Occident, bon, je pense à l'écriture, je pense évidemment comment dire, à la naissance aussi, même plus récemment, à la naissance de l'agriculture. Il faut attendre les années 1975 à peu près pour comprendre que sur ce territoire de la Syrie, peut-être pas seulement, mais principalement en tout cas, sur ce territoire de la Syrie, se sont passées des évolutions fondamentales qui ont donné ce que nous sommes aujourd'hui, et pas seulement en Syrie ou au Proche-Orient, mais aussi en Europe, et dont nous sommes directement dérivés. Et donc, si vous voulez, le choc qui est produit de ces années de mise en place de cette politique très politicienne, et puis ces découvertes majeures, historiques, qui renseignent la propre culture de l'Occident, ça crée quelque chose qui alimente encore plus cette politique de la découverte du pays, qu'il soit sous mandat ou qu'il soit indépendant, cet investissement du pays et du politique du pays dans dans cette partie de leur action. Alors, en réalité, quand on regarde l'histoire des institutions, juste pour dire encore quelques mots dessus, eh bien, on s'aperçoit que après l'indépendance, finalement, les institutions du patrimoine syrien évoluent peu dans leur conception générale. Elles gardent cette même approche d'une politique extrêmement dynamique, où le politique est très présent, et d'une politique de, comment dire, qui va chercher à établir des relations internationales à partir de ce patrimoine et de cette recherche, principalement de cette recherche archéologique. Alors ça va être encore une autre donnée importante qui vient justement avec l'indépendance, c'est que une fois le jeune pays volant de ses propres ailes, eh bien, il faut établir toutes ces relations et ces partenariats préférentiels, notamment, il faut le dire, avec la France, qui reste un partenaire privilégié tout au long des décennies jusqu'à 2011. Et la Syrie va s'appuyer vraiment sur une politique patrimoniale et de recherche extrêmement dynamique pour asseoir ces relations internationales, au point que, finalement, à certains égards, elle va aussi utiliser, le politique va aussi utiliser à son tour ce patrimoine et cette volonté des pays occidentaux d'être toujours présents au travers de l'archéologie ou de du travail sur le patrimoine, d'être toujours présents en Syrie. Et donc la politique syrienne va utiliser cette demande de l'Occident pour jouer aussi de jeux d'influence entre les pays, de mise en concurrence, par exemple sur des projets patrimoniaux, on pourrait en reparler si ça vous intéresse. Ce que j'y vois là, c'est que en fait, ce patrimoine qui donc est défini dès le départ comme un instrument, un outil politique, reste éminemment un outil politique et un outil de la diplomatie. Et pour la France aussi, et je pourrais parler peut-être aussi même pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour le Japon, eh bien pour la France, c'était un instrument de la politique diplomatique française. C'est le soft power de l'ambassade de France à Damas que d'envoyer des dizaines de missions archéologiques en Syrie, qui font un très beau travail avec les collègues syriens, évidemment, mais c'est aussi une manière d'être présent, d'assurer sa présence et de négocier à partir de là, évidemment, bien d'autres choses. Donc, vous voyez que c'est une histoire, enfin, je la brosse à très grands traits, j'oublie peut-être des choses, mais c'est une histoire qui est très marquée, qui est, je trouve, pour ce patrimoine. Et, à mon sens, là où j'en suis de mes réflexions aujourd'hui, mais évidemment, j'aimerais beaucoup entendre plein de réactions. À mon sens, c'est aussi ce qui explique que le patrimoine dans les événements depuis 2011 a pris cette place malheureuse qu'on lui connaît. Je crois qu'il était un outil, il l'est resté et il le reste. Et donc, il est cet outil sur lequel on va pouvoir jouer dans le cadre d'un certain nombre de problèmes politiques ou de relations internationales. Donc ça, je voulais essayer de partager cette approche avec vous qui me semble non pas justifiée, mais expliquer
la manière dont les choses ont pu se produire. On pourrait peut-être en parler plus en détail, mais voilà, bon, je vais peut-être laisser la place aux questions et oui, on peut aborder d'autres points avant ensuite. De tourner vers la salle, je rebondis sur la question du politique et l'usage de l'archéologie dans les relations entre les pays, la domination, la propagande, l'influence, le soft power. Face à cela, on constate de plus en plus, pas seulement sur la scène syrienne, mais aussi sur la scène égyptienne et aussi irakienne, que les archéologues, ou une grande majorité des archéologues, se préoccupent peu de la situation humaine, de la situation politique au sein des pays dont les dirigeants sont en train de détruire. Ils se soucient seulement de leur site. Alors moi, j'ai eu des discussions kafkaïennes avec certains archéologues, et Dieu sait que moi, quand j'étais à Alep, j'étais amené à fréquenter beaucoup d'archéologues. J'en connais plusieurs. Pour eux, l'essentiel, c'est que tout s'arrête en Syrie pour qu'ils retournent travailler sur leur site. Les barils de TNT, les massacres, le radicalisme, l'occupation russe, tout ça, c'est le dernier de leurs soucis. Ce qui les importe le plus. Et je parle de la Syrie parce que ça me concerne, ça nous concerne. Mais aussi, j'ai entendu des archéologues, égyptologues, ceux qui travaillent sur l'Irak, la même position. Comment tu peux nous expliquer cela, s'il y a une explication? Oui, c'est une question... enfin, je partage ton interrogation, à vrai dire. Il me paraît évidemment très difficile de se départir de la politique, ou plus exactement des résultats d'une politique. J'en resterai à ça, n'étant pas, bien sûr, politologue. Mais je partage tout à fait cette approche qui est qu'effectivement, la plupart des archéologues se soucient aujourd'hui de leurs recherches. Peut-être que personnellement, dans leur fort intérieur, parfois, ils doivent se poser d'autres questions, je ne sais pas. Mais de fait, de manière assez évidente, ce qui les soucie, c'est effectivement leur recherche. La plupart ont d'ailleurs pris la route tout de suite, se sont enfuis vers d'autres contrées pacifiées pour le moment, pour pouvoir mener à bien d'autres travaux. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne partage pas du tout cette approche, à deux titres. Au titre d'archéologue, déjà, puisque je considère que voilà, il est important, même quand on est coupé de son terrain d'études, de rester sincère. Et quand on a fait une partie de sa carrière grâce à un terrain et grâce à un pays, eh bien, il est important de continuer à lui consacrer son temps et son travail. Ça peut être un temps de réflexion, de publication, de mise en valeur de travaux qui ont pu être faits. Ça, c'est pour les archéologues. Maintenant, s'ils ne prennent pas ce chemin, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas quoi dire. Pour ce qui concerne un autre pan de mon activité personnelle en tant que conservateur du patrimoine, c'est peut-être là aussi ce qui fait la différence, et c'est que ma mission est celle de la conservation et la transmission du patrimoine. J'ai la chance, dans mes activités, d'avoir la responsabilité de ce patrimoine syrien ancien en France. Et donc, j'ai partagé avec les collègues et les amis syriens sur place des travaux conjoints visant à essayer de préserver leur patrimoine et de les aider dans le cadre de leurs institutions muséales ou autres, ou sur des sites. Ça m'a donné évidemment une approche qui est celle de ma mission, qui est celle de la conservation et de la transmission. Alors évidemment, à ce titre,
il est très difficile de trouver une position, je dois le dire. Est-il éthique de laisser les collègues syriens seuls au moment où ils ont le plus besoin de notre aide pour sauver un patrimoine qui n'appartient à personne, mais à tous, qui n'appartient à aucun parti politique et qui sera, et il faut l'espérer, en tout cas ce qu'il en reste malheureusement, qui sera là demain pour la Syrie et les Syriens. Donc est-il éthique de les laisser seuls face à ce désastre? Bon, comme vous le savez, la France interdit à ses agents de se rendre sur place. Donc, à ce titre, je ne peux pas travailler avec mes collègues syriens sur place, mais ça me pose un vrai problème. Et pour autant, évidemment, les massacres humains, pour moi, passent avant tout. Et si on me disait demain, tu peux aller travailler avec les collègues syriens, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je répondrais. Je le dis très sincèrement, je ne sais pas. D'autant plus que, comme tu disais tout à l'heure, la récupération politique est présente. Bien sûr. C'est-à-dire la Syrie, depuis le mandat, même avant, tous les régimes qui ont succédé ont utilisé ce dossier pour manipuler, que ce soit l'opinion publique locale ou l'opinion publique internationale. Absolument. Absolument. Et, pardon. Et excusez-moi. On voit que pendant... on pourrait prendre le cas de Palmyre, qui est un cas extrêmement douloureux et dont l'histoire montrera peut-être à quel point les symboles ont été manipulés et à quel point ces symboles finissaient par avoir plus de valeur aux yeux de tout le monde que les vies humaines. Ce dont tu parlais pour Alep, effectivement, tout à l'heure quand nous discutions. Oui, bien sûr que ça a été... C'est utilisé, c'est manipulé, et que les destructions sont aussi là pour ça, et ces destructions, elles sont aussi là pour frapper de terreur l'Occident, et ça a marché. Et les médias ont relayé, voilà, on a parlé de ces destructions de Palmyre. Elles sont terrifiantes, ces destructions de Palmyre. La mise à mort de notre ami Khaled al-Assad est une chose abominable, mais combien de centaines de milliers d'autres personnes dans un silence parfois assez étonnant, Et oui, je pense que cette manipulation a réussi. En tant qu'archéologue qui a travaillé beaucoup sur la Syrie, tu as pu constater aussi que la destruction du patrimoine n'a pas commencé en 2011. Non, bien sûr. Qu'il y a eu que ce soit le plan Ecochar, par exemple, à Alep ou à Damas, et je parle sous le contrôle de nos amis qui connaissent mieux le sujet, ou que ce soit par les différents gouverneurs qui ont détruit, par exemple, Alep, le gouverneur en 1980, qui a détruit le noyau de la vieille ville, à Bab Faraj, pour construire des atrocités. Et on parlait tout à l'heure de l'amphithéâtre en béton armé qu'ils ont construit dans la citadelle d'Alep, que certains touristes croient que ça date de l'époque hittite peut-être. Ça a été construit en 1982. Et cela, là, maintenant, on oublie tout ça pour parler de la destruction qui est déplorable, qui a eu lieu après 2011. Oui, oui. Je crois qu'il y a peut-être une chose qu'il faudrait évoquer aussi, c'est que c'est le rôle... comment je pourrais le qualifier? Je ne vais pas le qualifier. Le rôle des institutions internationales telles que l'UNESCO, qui est une émanation, comme vous le savez, de l'ONU. Et à l'ONU, c'est le régime syrien qui est représenté à l'heure actuelle. Et moi, j'ai vu quelque chose que j'ai considéré comme extrêmement triste, que cette organisation internationale qui défend la culture, le droit, ce droit fondamental des peuples, c'est un des droits humains, que d'avoir son patrimoine et de le voir préservé, y compris son patrimoine immatériel depuis 2003, qui fait partie des droits de l'homme. Donc cette institution qui est là pour garantir ou pour aider en tout cas à cette sauvegarde, au droit de ces peuples, à la différence, à l'histoire,
cette lutte possible grâce à cela aussi contre le racisme. Hein, c'est ce qui a généré, enfin c'est ce qui est dans la charte de l'UNESCO dans sa fondation en 1945. Et la manière dont cette institution finalement a été totalement bloquée d'une certaine manière, prisonnière de sa position dans l'ONU et ne pouvant pas dénoncer ce qui se passait. Alors ce qui s'est passé avant, mais ce qui s'est passé aussi depuis 2011. Et on a vu une sélection d'une certaine manière à certains moments, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, dans ce que l'UNESCO dénonçait ou ne dénonçait pas. Et pour Palmyre, je crois qu'effectivement, outre le fait que les destructions étaient tellement médiatisées, tellement théâtralisées que ça ne pouvait pas échapper, c'est vrai que l'UNESCO s'est vraiment beaucoup exprimé aussi parce que l'ennemi, cette fois, ou apparemment, en tout cas, on va dire apparemment, l'ennemi de Daesh pouvait être mentionné. C'est ça aussi. C'est que l'UNESCO pouvait parler ouvertement de la responsabilité de Daesh. Or, elle ne pouvait pas parler de la responsabilité du régime syrien dans d'autres choses. Ça, je crois qu'il faut savoir le reconnaître, et l'histoire le montrera, je pense, très clairement. Et ça, je trouve que c'est une histoire extrêmement triste. Tout à fait. Et pour ceux qui connaissent la Syrie, entre Raqqa, là où Daesh était positionné, et Palmyre, il y a au moins 300 km. Et Daesh qui est parti en plein jour en 404 pour aller s'attaquer au monument de Palmyre sans que les avions ni les drones les observent, à savoir même que la route est déserte et que même les pigeons voyageurs arriveront à repérer ces caravanes de Daesh. Mais ça, c'est pour une autre histoire, c'est l'histoire qui l'écrira. Quand ils ont commencé à détruire Alep, à l'époque, il y avait mon oncle qui était président de l'association de l'Antiquité Al-Adiyat. Il est allé s'opposer devant les bulldozers de Insha'at al-Askari, la construction militaire qui était en charge de la destruction d'Alep. Alors il a été arrêté par les services de renseignement, accusé d'être agent des CIA. Mais finalement, ils se sont rendus compte qu'il était communiste. Alors ils étaient libérés, ils étaient obligés de le libérer en attendant de trouver une autre accusation. Je partage complètement votre avis, votre point de vue. Il y a eu des associations et des groupes d'archéologues syriens et français qui se sont constitués pour essayer de mettre au clair les informations. Malheureusement, il est vrai que ces groupes n'ont pas eu réellement d'audience. Ils étaient peut-être aussi un petit peu séparés les uns des autres, pour ne pas dire autre chose. Ils n'ont pas fait un front commun pour rétablir à certains moments la réalité des faits. Et ils n'ont pas eu accès, ou pas beaucoup eu accès aux médias. Et ça c'est très regrettable. Et puis l'information, est quand même, elle a été effectivement manipulée aussi. Et ça, c'est très clair. Très, très clair. Elle a été parfaitement orchestrée pour dénoncer certaines choses, pas d'autres. Parfois, pas toujours avec de la cohérence, d'ailleurs, pas toujours avec une ligne directrice bien claire. Mais manifestement, ou alors c'est que le travail a été extrêmement mal fait par les médias, ce qui est aussi malheureusement tout à fait possible. Alors, participer au transfert, non, pas du tout. Traçabilité, oui.
Oui, alors en fait, oui, on participe à différents titres en tant que spécialiste. On fait appel à nous par, effectivement, alors l'UNESCO ou des associations justement de Syriens, par exemple, très souvent faisaient appel à nous parce qu'ils avaient des informations, des photos circulaient pour montrant des pièces qui avaient été dérobées. Donc on est appelé à ce titre, effectivement, ou par la répression des douanes, à pouvoir expertiser des choses. Mais vous savez, en réalité, comment dire, les choses sortent par des filières qui font que c'est extrêmement caché. C'est très difficile de pister les choses, de savoir ce qui est sorti, ce qui sort. Ce sont des réseaux extrêmement puissants. Ce sont des réseaux qui ont énormément d'argent aussi derrière. Il y a des collectionneurs qui peuvent... alors je ne dis pas pour la Syrie, mais dans d'autres pays de la région, on connaît des collectionneurs aux États-Unis qui commandent des caisses entières d'antiquités qui sont dérobées pour ce faire. Donc, et ce sont des gens extrêmement puissants. Et... ils peuvent de ce fait alimenter un réseau souterrain qui est pratiquement invisible. Les pièces ne ressortent pas en plus. On va attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans avant que ça sorte. Donc ils savent parfaitement comment faire les choses. Donc en réalité, finalement... je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir une vision exacte de ce qui a été dérobé comme objet. Je ne suis pas sûre du tout. Même je crois que pas du tout. Et que malheureusement, on aura sans doute beaucoup de surprises dans quelques années. En tout cas, la dérobation, le vol des pièces archéologiques en Syrie, ça date d'il y a des décennies. Moi, je me rappelle, j'étais avec un ancien Premier ministre français en visite à Alep. On était dans une maison, je ne dirais pas quelle maison. Je sais. Et il regardait les œuvres sur les murs et il m'a dit, c'est de la bonne reproduction. Je lui ai dit, non, monsieur le Premier ministre, ce sont des originaux. Il ne me croyait pas. Il m'a dit, c'est pas possible. Ça ne peut pas être ici, ça. Ça doit être au musée. Je dis, mais ne dites pas ça à moi, s'il vous plaît. Il y a votre hôte qui peut être beaucoup plus intéressé par ces propos. Non, c'est pour dire que le pillage de l'archéologie en Syrie allait de soi avec le pillage de la Syrie qui date depuis 1963, pour ne pas dire avant, mais moi je dis 70, le pillage qui a commencé à être institutionnalisé à tous les niveaux, et notamment l'archéologie. Maintenant, il y a des procès qui se déroulent en France pour des anciens dirigeants syriens dont on nomme pas, pour éviter tout tribunal, diffamation et quoi que ce soit. Une partie de leur fortune a été construite avec le pillage de Palmyre, bien avant que Daesh naisse ou existe dans l'imaginaire de certains. Bon, une question un peu... je sais que tu n'as pas la réponse, mais pour avoir un peu d'élan d'espoir pour nous, êtres humains, je ne dirais pas syriens, qui sont intéressés à l'archéologie et à la vie humaine, comment tu imagines l'avenir, pas politique en Syrie, ça c'est foutu, mais l'avenir de... ce mariage entre l'être humain et le patrimoine, tout en préservant l'avantage de l'être humain sur le patrimoine, si ça va pas, et je crois que ça va pas du tout, parce que le patrimoine, ça constitue l'être humain aussi. Et comment tu imagines les années qui viennent? M. Abdelhak, il vient de nous dire qu'il faut sauver ce qu'on peut, et je crois qu'il faut le faire. Mais est-ce que seulement c'est au niveau matériel, et comment il faut faire pour aussi l'humain participe à cela? Question délicate. Sauver ce que l'on peut, bien sûr,
il faut... Ouais, je suis désolée. Pardon. Sauver ce que l'on peut. Vous m'entendez? Oui. Sauver ce que l'on peut, préserver, oui, et ça, c'est très urgent. Ça, c'est une chose, je dirais, c'est une chose, bon, enfin, c'est pas très simple parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une politique internationale qui aille dans ce sens et que la Syrie puisse s'ouvrir au monde de ses experts. Ça veut dire qu'il faut que des relations soient rétablies entre les pays, très clairement. Si on veut que, effectivement, un ensemble d'experts puissants puisse aller aider la Syrie et les Syriens à préserver ce qui peut l'être et à rétablir voilà, une image du patrimoine qui soit correcte. Parce qu'on n'a pas parlé des musées, mais les musées sont dans un état aussi catastrophique. Donc il y a vraiment un besoin, je dirais, très important. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change au plan politique. Et là, je ne peux pas aller plus loin, mais évidemment, il faut que quelque chose change au plan politique pour que ça puisse être fait. Je voulais juste, non pas répondre à Samir, parce qu'on en reparlera, mais dire que les archéologues, enfin certains quand même, se soucient quand même de la préservation des restes. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui quittent leur chantier de fouilles et puis qui disent après moi le déluge et tout voilà, s'écroule. Mais enfin, il y en a quand même qui agissent autrement, fort heureusement. Et je pense qu'il y a un panel d'archéologues, d'architectes, de conservateurs, de restaurateurs, partout dans le monde qui pourraient aider la Syrie à reprendre tout cela en main. Mais encore une fois, ça nécessite derrière d'autres types d'autres établissements des conditions pour. Alors pour ce qui est de l'humain, ça alors c'est comment modifier les choses, c'est-à-dire comment rendre au patrimoine son rôle qui est comme je le disais, le rôle d'un droit fondamental d'un peuple à disposer de son histoire, de sa culture et à le voir être respecté effectivement par les institutions politiques qui dirigent son pays. Ça, c'est évident. Comment remettre cela en place? Moi, là non plus, je ne suis pas sûre d'avoir de réponse. J'ai peur d'être un petit peu pessimiste pour le moment. Même si je voudrais croire à autre chose, croyez-le bien. Oui. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'initiative française de l'État français. Aucune. Et les quelques initiatives que nous avons chercher certaines personnes à avoir, qui étaient déjà d'accueillir les collègues syriens qui se réfugiaient chez nous en France, essayer de leur trouver des ports d'attache, essayer de leur permettre de poursuivre leurs travaux de manière à pouvoir être disponibles pour leur pays le jour venu. Ces initiatives-là ont pratiquement toutes échoué. Et on s'est trouvé devant une incapacité totale à faire bouger la France sur cette question. La France qui était pourtant, comme vous l'avez rappelé, voilà, tellement présente, hein, avec le plus grand nombre de missions archéologiques en Syrie, et ce depuis toujours. Et finalement, elle n'a pas vraiment, on peut le dire, accueilli comme il l'aurait fallu les collègues syriens qui étaient ici. Et elle n'a pas souhaité développer d'actions particulières. Non. Ça me paraît assez clair. Après, il faut reconnaître que la posture politique de la France, qui a été de dire nous ne transigeons pas, nous n'avons pas de relation avec cet État, pour les raisons que l'on connaît, ne facilite pas non plus les choses. On ne peut pas, d'une part, dire nous n'avons pas de relation avec cet État et vouloir mener des actions patrimoniales sur place pour les aider, puisque ces actions patrimoniales vont forcément passer par les institutions patrimoniales de l'État syrien.
Et c'est ça, moi personnellement, c'est vraiment aussi ça un de mes dilemmes, c'est-à-dire que en tant qu'agent français, je ne pouvais pas me rendre sur place, je ne peux pas me rendre sur place pour aider comme j'aurais dû aider en tant aussi que conservateur du patrimoine, parce que c'est une mission, et voilà, je ne pouvais pas le faire, parce que ça signifie de travailler avec une institution, une administration de l'État syrien. Je ne dis pas ce que j'en pense, je dis juste que c'était ça la situation. Est-ce une bonne posture? Je ne sais pas. C'est la première fois que ça se passe, en tout cas. Parce que quelles qu'ont été les tensions politiques entre la France et la Syrie, et Dieu sait s'il y en a eu, même dans les années récentes, les relations culturelles, archéologiques, justement au travers de la direction des antiquités des musées de Syrie, c'était le point de rencontre entre la France et la Syrie, même quand il y avait des ruptures au plan politique. Et notamment en 1956. Oui. L'Institut français de Damas n'a pas fermé ses portes. Souvent, on se pose la question sur l'orientation de la direction des antiquités dans un pays, et là, on parle de la Syrie, en liaison avec la formation scientifique du directeur, s'il est pré-islamique ou post-islamique, ou intéressé par l'époque ottomane, ou bien par la politique, parce que bien, on a constaté en Syrie, par exemple, même au niveau de la fiction, c'est que quand les relations sont améliorées avec la France, notre ami Haytham Haqi, il a produit une feuilleton où l'officier français, c'était presque l'ange gardien sur Terre. C'était orienté par le politique, bien entendu. Un an après, quand les relations se sont détériorées, le même officier, peut-être le même acteur, est devenu le Dracula de son époque. Et pareil pour les Ottomans. Quand les relations étaient, j'allais dire, mariage presque de plaisir entre Erdogan et Assad, toutes les fictions, c'était pour montrer l'épopée de l'époque ottomane, la richesse de la culture ottomane, etc. Et tout de suite après, l'Ottoman est devenu le diable. Est-ce que l'archéologie aussi, c'était lié seulement à la formation scientifique des directeurs, ou il y avait une poussée politique derrière pour mettre en valeur telle époque ou telle époque? Alors, moi je pense que, enfin, je ne suis pas la seule d'ailleurs, que comme je le disais tout à l'heure, le passé très lointain du territoire syrien, donc des périodes très anciennes, d'avant l'ère chrétienne, en somme, même encore avant, qui était un passé très glorieux, je dirais le 3e et le 2e millénaire avant notre ère, tournant vers le 1er millénaire, extrêmement glorieux, et où finalement, c'est vrai que l'on trouve des traces de ce que vont devenir toutes les cultures un peu du bassin méditerranéen. Ces périodes-là ont toujours servi de point d'accroche du politique syrien. Je pense que les sites de Ebla, Mari ou Garit, tout le monde en a entendu parler. Beaucoup moins de Syriens connaissent Cyrus ou d'autres sites, voilà, et notamment les sites aussi de la domination romaine. Alors on est fiers évidemment des empereurs syriens qui montent sur le trône de Rome, mais sinon les périodes romaines, on n'aime pas trop non plus en parler. La période hittite, donc d'Anatolie, de Turquie, dans le nord de la Syrie, on n'aime pas trop en parler. Moi, je me souviens d'avoir eu des discussions épiques avec des directeurs des antiquités où finalement, pour certains projets, on me faisait comprendre que non, ça n'avait pas du tout existé. Voilà, ces périodes-là, enfin, c'était pas du tout comme ça, et etc. De toute façon, sinon, on n'allait pas en parler. Voilà. Donc, oui, il y a toujours eu des choix qui ont été faits, et je pense que ces choix aussi ont desservi les périodes ottomanes, enfin,
de l'occupation ottomane, où il y a eu des réalisations absolument extraordinaires aussi en Syrie, parce que ça, c'était un passé récent qui finalement déplaisait à tout le monde. Et là, je crois que c'était un peu, comment dire, un point de vue adopté de manière assez générale, que ces périodes finalement étaient des périodes de domination pas très intéressantes, et qu'il était plus intéressant de s'intéresser à une période très ancienne où il n'y avait pas d'enjeu aussi, il n'y avait pas d'enjeu politique finalement. Et c'était brillant. Oui, ça a été, je crois. Après, est-ce que le directeur des Antiquités lui-même, par exemple, on pourrait prendre le cas de notre ami Sultan Mohsen, qui était un préhistorien, mais il ne l'a pas essayé, ou alors c'est parce qu'il n'a pas réussi à mettre la préhistoire en avant, même si elle est très intéressante sur le sol syrien. Donc, je ne pense pas que ça soit lié à la formation des directeurs des Antiquités, je pense que c'est lié aux politiques. Oui, ce musée créé par l'Académie arabe, c'est 1919. Et le musée transféré ensuite en 1924 dans un musée qui devient un musée fédéral, selon les termes du service des Antiquités de l'époque, c'est-à-dire pour effectivement représenter l'ensemble des découvertes qui sont faites, qui commencent à être faites. Et tout de suite, 1924-25, on crée aussi des musées à Qanawat, Soueïda, Alep, parce qu'on voit bien que ce petit musée de Damas, en plus, de toute façon, ne suffira pas. Mais pour revenir à ce que vous disiez, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, les découvertes ont été aussi progressives et les choses sont venues progressivement. Je me suis peut-être mal exprimée ou trop rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que depuis le régime actuel, les périodes qui ont été systématiquement mises en avant ont été celles que j'ai citées, c'est-à-dire ce sont ce à quoi on a assisté aussi en Irak, vous le savez, avec Saddam Hussein, qui était un petit peu plus délirant encore, si vous me passez cette expression, et qui s'assimilait au roi assyrien ou à Babylone, à Hammurabi de Babylone, etc., etc. Ce sont des passés glorieux qui sont à un certain moment mis en avant par le politique, qui servent une image. Voilà, enfin, je crois que ça me paraît assez clair, mais vous avez raison, bien sûr, sur le fait que les choses sont arrivées progressivement. Bien sûr. À cette occasion, j'aimerais rendre hommage quand même à des gens inconnus du grand public qui ont essayé de sauvegarder le patrimoine en Syrie, que ce soit à Alep, et il y a une personne parmi nous, mais je ne veux pas le citer pour ne pas nuire, peut-être. Il a joué un rôle très important au début des événements en murant quelques sites pour les protéger des éclats, des obus, et pour les protéger des pillages aussi. Il y a des gens aussi qui ont fait un travail extraordinaire à Ma'aret al-Nu'man. Sont des gens de Marra eux-mêmes. Et moi, je peux en parler parce qu'on les a aidés par l'association le jour d'après pour aussi préserver le musée qui a été détruit par les aviations. Il n'a jamais subi de détérioration ni des rebelles, ni des djihadistes, comme aiment le dire les médias français. À Marra, ceux qui ont combattu à Marra jusqu'à la dernière minute, c'était les enfants de Marra. Alors, sous quelle bannière, ça, on en discutera jusqu'au l'aube, mais ils ont préservé leur musée. Et pour la petite anecdote, en entrant dans le musée de Ma'aret al-Nu'man, qui se trouve dans un caravansérail ottoman, il y a un portrait du président qui est fait par la mosaïque, défaite de la mosaïque byzantine.
il ne voulait pas en produire des nouveaux parce qu'il trouvait que ça donne beaucoup plus de valeur de défaire de la mosaïque byzantine et de faire un portrait moche, comme tout, à l'entrée du musée. Ça, c'est pour vous dire la protection du patrimoine, l'historique de la protection du patrimoine. Je ne fais pas la distinction. Si tu as quelque chose à dire avant de conclure. Oui, non, les actions remarquables comme à Maharet, effectivement. D'autres actions qui ont été menées aussi dans des zones qui ne sont pas sous le contrôle du régime par certaines associations syriennes. Et puis, il faut le dire parce qu'il faut rendre justice, toutes les actions qui ont été menées par les collègues syriens qui font partie de l'administration syrienne. Et qui ont travaillé dans des conditions et qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles avec la pression que l'on peut connaître dans pareille situation de la part d'un régime et puis l'isolement, le manque de moyens et l'abandon d'une certaine manière. Donc ça, il faut aussi saluer les efforts qui ont été faits, certains que l'on connaît, d'autres que l'on découvrira. Et ça me fait penser à cette histoire du musée de Beyrouth, absolument remarquable, que l'on a finalement connue après la guerre, où l'on s'est aperçu que l'émir Chehab et surtout sa femme, en réalité, étaient allés sur leur propre denier avec des ouvriers pour enfermer dans du béton, coffrer dans du béton, des pièces entières, des sarcophages, des choses, etc. Et tout a été retrouvé absolument intact. Et donc, on aura peut-être aussi la surprise à certains endroits de voir des choses comme cela. Et pour la petite anecdote, on avait envoyé en Syrie en 2009 une reproduction d'une très belle statue que l'on a en France qui vient du site de Mari. Et donc on avait fait une très belle reproduction avec toute une modélisation 3D, etc. Puis avec de la poudre de marbre. Enfin, c'était vraiment un très très bel objet. Et cet objet est parti pour l'inauguration du centre des visiteurs de Mari qui avait eu lieu donc en 2009. Et on a appris quelque temps après, je ne sais plus, en 2011 ou 2012, quand il y a pu y avoir un jour un contact avec un des gardiens du site, qui était très fier de nous dire que la statue était en sécurité, qu'il l'avait enfouie quelque part pour être sûr que personne n'y porte atteinte et qu'elle soit parfaitement préservée. Donc voilà, quelqu'un un jour, dans quelques millénaires, va trouver une seconde statue et se dira il y avait un double. Et enfin voilà, c'est une petite anecdote, mais c'est juste pour dire qu'on découvrira beaucoup de choses comme ça, de gens qui protègent les choses avec les moyens dont ils disposent. Merci beaucoup pour cette belle soirée, merci à vous. Sophie. Et j'ai l'honneur, au nom du Centre arabe et de moi-même, de vous offrir un ouvrage que le Centre a publié, a édité sur la Syrie. Ce sont des photos, des œuvres artistiques de la Révolution depuis 2011. Alors c'est un peu lourd. Merci. Je suis désolé, mais tu vas voir, les photos, les reproductions sont magnifiques dedans. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup à toi. Merci, Salam. Merci. Merci. Merci.